Romain, Victor, bienvenue. Je vous reçois aujourd'hui pour une émission spéciale puisque à nouveau le Venezuela tire la couverture médiatique vers lui. On a eu une semaine, je dirais, plus que chargée. L'année a démarré sur les chapeaux de roue. Oh, c'est ce qu'on peut dire, exactement. Elle Le a Venezuela n'a démarré. pas tiré que la couverture, il a tiré la couverture, le matelas et le sommier, là, rien pour lui. Exactement. Tout, c'est tout pour lui là. C'est une émission exclusivement consacrée au Venezuela. Donc, un résumé, depuis donc, le 3 janvier, le président Nicolas Maduro et sa femme ont été enlevés donc, par les forces des États-Unis qui l'ont ramené donc à New York dans les 24 heures. Il est actuellement toujours là-bas, donc sous un semblant de procès. Et donc on voit avec Romain en particulier qui va pouvoir nous résumer un peu la situation de ce qu'on sait sur le moment, puisque comme on le disait, c'est une situation un peu particulière entre la diffusion de fausses informations, les rumeurs qui se répandent. Ça serait bien de pouvoir faire un peu le ménage dans tout ça et au moins se baser sur les choses qui sont sûrs. Donc, Romain, est-ce que déjà tu pourrais nous dire quelle est la situation au Venezuela actuellement? Alors, la situation actuelle de la vie des gens, non? D'abord, la vie des gens, c'est calme. Et je vais même te dire un truc, c'est que quelques heures après le bombardement de Caracas, de la Guaira, donc qui est la ville frontalière, le port frontalier le port voisin de Caracas, deux autres États. Donc, il y a eu des bombardements dans les régions qui entourent Caracas et Caracas, plus l'enlèvement évidemment de Nicolas Maduro. Quelques heures plus tard, les grandes figures du chavisme et de l'État vénézuélien, notamment le haut commandement militaire, la vice-présidente et le ministre de l'Intérieur et secrétaire général du PSUV, Diosdado Cabello, ont appelé les Vénézuéliens au calme, à faire confiance dans le haut commandement politique et militaire de la révolution bolivarienne. Et cet appel a été suivi de faits. C'était peut-être pas prévu par les États-Unis, qui pensaient peut-être qu'il y aurait des saccages, des affrontements internes, des divisions. Ça n'a pas eu lieu. Il y a eu absolument aucune manifestation de soutien au Venezuela, que ça soit à l'opposition radicale ou au bombardement fait opéré par les États-Unis. Et donc, depuis 2 jours, il y a des grandes manifestations du chavisme, et je dirais même pas que, parce que au-delà du chavisme qui demande la libération de Nicolas Maduro, vraiment, les Vénézuéliens ont été outrés, hein, outrés par cette opération. Je parle des Vénézuéliens, bien sûr, qui vivent au Venezuela. Hein. Ils ont été Pardon, tu veux outrés. dire dans le cas de l'opposition, elle n'est pas du tout dans la rue. Ah, oh, bah, il n'y a rien du tout. Non, non, et même, je vais te dire, hier, il y a eu donc la première session je dirais même d'ailleurs une section exceptionnelle du Parlement, pour que la nouvelle présidente en charge, donc Delcy Rodriguez, prête serment, et il y avait tous les députés de l'opposition qui étaient présents. Donc, finalement, qui assure aussi la continuité institutionnelle de l'État vénézuélien. Donc, en ce moment, c'est calme. C'est pareil. Mhm. Le, Mhm. le, Parenthèse, Romain, s'il y a des députés de l'opposition, ça veut dire qu'il y a des élections et que c'est pas une oui, dictature? voilà, et qu'ils ont, ça on y reviendra peut-être plus en profondeur, mais effectivement, oui, il y a des députés de l'opposition, parce qu'il y a deux oppositions, une opposition radicale et extrémiste, antipatriote, alignée sur Washington, qui vit en dehors du Venezuela et qui se félicite de l'intervention états-unienne, et puis une opposition patriote au Venezuela qui participe au jeu démocratique. Et donc, oui, il y a des députés qui ont été élus, notamment, par exemple, M. Enrique Capriles Radonski, qui a été par 2 fois candidat à la présidentielle. Donc, en ce moment, au Venezuela, la situation est calme. Il n'y a pas eu non plus de dévaliser les supermarchés pour faire des provisions, etc. Bon, il y a certaines personnes qui ont, on va dire, pris leurs précautions. D'ailleurs, c'est assez amusant parce que il y a le journal espagnol qui a fait une vidéo où on voit des Vénézuéliens dans un supermarché remplir des caddies.
Et on voit le supermarché qui est plein de victuailles, comme n'importe quel supermarché de la région ou en Europe. Et les commentaires sont assez drôles parce que les commentaires disaient mais ils n'étaient pas en train de mourir de faim, il n'y avait pas plus rien dans les supermarchés. Donc voilà. Rupture narrative, rupture Voilà, narrative. rupture narrative. Donc, si tu veux, voilà la situation pour l'instant, la situation sur place, non? Et c'est confirmé puisque je suis alors là, pour le coup, je suis vraiment en communication quasi permanente avec plusieurs Vénézuéliens sur place. Alors, on va revenir sur ce qui s'est passé donc le 3 janvier, parce que là, pareil, on a plein d'informations qui apparaissent sur Internet. Qu'est-ce que toi, tu sais sur ce qui s'est réellement passé donc, lors de cet enlèvement des États-Unis? Bah, pour l'instant, je pense qu'il y a beaucoup encore de suppositions. J'imagine qu'il va y avoir une enquête plus approfondie, mais bon, visiblement, ce qui est important de retenir, non? Il y a eu certainement des trahisons internes dans le cercle rapproché de Nicolas Maduro pour pouvoir identifier sa position, pour pouvoir aussi éviter une réponse immédiate en tout cas, des défenses antiaériennes. Maintenant, ce qui est important, ça, on saura un peu plus tard réellement ce qui s'est passé pour éviter de spéculer. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Ça semble évident. On n'en sait pas plus. En revanche, ce qui est à balayer, c'est un arrangement, une trahison institutionnelle où des grands pans de l'État auraient finalement livré Maduro. Ça ne tient pas debout. Ça ne tient pas debout puisque, comme on a pu le voir, l'État vénézuélien, le Venezuela a réagi en tant qu'État. La vice-présidente a convoqué très rapidement un conseil de défense où était présent le haut commandement militaire, le responsable de la police, notamment le ministre de l'Intérieur et vice-président chargé de la sécurité, tous les vice-présidents sectoriels du Venezuela, le responsable du pouvoir législatif, le responsable du pouvoir judiciaire, le responsable du pouvoir moral, des responsables des pouvoirs locaux, gouverneurs et maires, c'est-à-dire l'État vénézuélien. Et l'État vénézuélien a dit, nous ne reconnaissons qu'un seul président, c'est Nicolas Maduro, et on dénonçait évidemment l'acte de barbarie qui s'était passé. Donc il y a eu une réponse de l'État. Ça, c'est important parce que ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire qu'on n'est pas dans une situation comme en Libye ou en Syrie, où en décapitant Kadhafi, en faisant prisonnier son fils, bah, tout l'État, enfin tout le gouvernement libyen s'effondrait par soi-même, un peu pareil en Syrie. Là, il y a eu une réponse de l'État. Maduro, le leader, n'est plus là physiquement. Il est empêché d'exercer son mandat, mais il reste le président. Et donc, il y a une continuité institutionnelle. Ça, c'est important de noter ça. Et continuité institutionnelle assumée et revendiquée par toutes les instances de l'État. Et puis, la deuxième chose, c'est aussi, alors même si l'opération des États-Unis a été un succès de leur point de vue et relativement spectaculaire, il y a quand même un petit aveu de faiblesse parce que on se rappelle que lorsque les États-Unis ont décidé de mettre un homme de paille en Afghanistan, en la personne d'Hamid Karzai, ils sont arrivés, ils ont débarqué, il y a eu plusieurs jours de combat et puis ils ont installé leur homme de paille et déclenché une guérilla qui, 20 ans après, a gagné. Non. La même chose en Irak. Et là, ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Je ne pense pas qu'ils n'aient pas voulu le faire. Je pense qu'ils n'ont pas pu le faire. Et pourquoi ils n'ont pas pu le faire? D'une part, parce que nous sommes en 2026 et qu'à la fin de l'année, en novembre, il y aura des élections et que le Venezuela, et je peux vous le dire puisque je reviens du Venezuela, j'y étais encore il y a 15 jours, le Venezuela est préparé pour résister à une invasion. Alors, non seulement avec les 300 000 militaires, des 200 000 policiers, mais surtout avec la milice bolivarienne, l'armée de réserve citoyenne de 3 millions de personnes qui sont formées au maniement des armes, au maniement des lance-roquettes et au maniement de drones. Donc, c'est-à-dire que si les États-Unis auraient voulu faire un débarquement, ils auraient eu à subir de grandes pertes et en période électorale, ça aurait été une catastrophe pour Donald Trump et les républicains. Donc voilà aussi, je pense que pour éclairer un peu la situation. Alors, parce que... J'ai, Vas-y, ah, Victor. dans un article de CNN publié hier ou ce matin, je me souviens plus, ils ont interrogé les patrons des grandes compagnies pétrolières Hum, américaines qui ont dit que en fait, ça les intéressait pas du tout de venir
investir dans le pétrole vénézuélien, trop cher, prendrait trop de temps pour réparer, et puis qu'ils avaient d'autres chats à fouetter. Et selon l'article de CNN, Trump, il l'aurait su si seulement il les avait consultés. En gros, le projet de Trump, apparemment, qu'il a annoncé qu'on allait relancer, le patronat américain, ça les intéresserait pas. Alors, il aurait dû les consulter parce que l'article, donc tu me dis sur CNN, ils ont ressorti ça. Mais en fait, dans la revue ou le média Atlantico, il y avait déjà eu un article comme ça il y a 2 mois. Donc, et qui plus est, d'ailleurs, dans l'interview que Maduro donne à Ignacio Ramonet, donc, si ma mémoire est bonne, 3 jours avant son Ouais. enlèvement, Maduro réitère le fait que si les États-Unis veulent venir investir dans le pétrole, il n'y a aucun problème. Évidemment, il faut qu'ils paient comme toute entreprise. Alors, Trump a quand même annoncé, alors il faut voir ce qu'il annonce, évidemment, et ce qu'il dit. Il annonce beaucoup en ce moment. Donc, ils ont annoncé quasiment immédiatement que dès lors, ils allaient administrer le Venezuela, que les compagnies pétrolières allaient faire beaucoup d'argent. Et là, très récemment, ils ont annoncé que ils allaient commercer pour entre 30 et 50 millions de barils. Alors, c'est encore un peu flou, non? On ne sait pas trop parce qu'il y a eu un communiqué. Là, c'est tout récent, hein, je vous parle de. Je ne sais pas quand Ouais, je l'ai vu. tu l'as Mm. vu. On est le 7 janvier. Il est chez moi 4h25. Le communiqué est tombé à 3 heures de l'après-midi. Donc, il y a 1 heure et quelques. Et donc, c'est un communiqué de PDVSA qui confirme. C'est-à-dire, il y a des négociations pétrolières entre les États-Unis et le Venezuela. Alors, ça pose deux questions quand même. La première, comment vont-ils, d'une manière ou d'une autre, acheter le pétrole vénézuélien? Parce que je rappelle que le Venezuela est sous embargo économique et financier depuis décembre 2014. Ça a été crescendo, mais en tout cas depuis décembre 2014. Je dis ça parce que j'ai entendu des bêtises monstrueuses comme quoi Maduro aurait détruit l'économie du pays, etc. Non, Maduro, à l'année où il prend le pouvoir, il y a le blocus économique qui se forme. Il doit faire face à un blocus. Et au début, les Vénézuéliens n'ont pas su réagir à ça. C'est-à-dire, c'est énorme un blocus. Ça vous déconnecte du système dollar complètement. Et ça déconnecte du système dollar tous ceux qui veulent commercer avec vous. Donc, pour l'achat, on verra, non, un peu plus tard, on verra ben, comment ça va se faire. Non, parce que là, il faudrait une levée au moins partielle des sanctions. Et puis, ça pose aussi un problème sur la production pétrolière puisque avant les sanctions, c'était de 2 millions de barils par jour. À cause des sanctions, c'est tombé même à 100 000, 150 000, avec effectivement la destruction d'infrastructures, parce qu'elles ne tournaient plus et il faut fermer des puits, etc. Tout ça, c'est dû au blocus. Hein. Un blocus qui n'existait pas sous Chavez. Je répète, parce que j'ai entendu des bêtises aussi là, sur ça. Donc, comment aujourd'hui la production est environ 800 000 barils. 85% de ces barils vont en Chine. Donc, si les États-Unis veulent acheter du pétrole, comment cela va-t-il se faire? Parce qu'il va falloir augmenter la production, parce que je ne pense pas que le contrat avec les Chinois va être rompu. Ça, j'en suis même sûr. C'est-à-dire que ni le Venezuela ni la Chine n'ont envie de rompre ce contrat. Et donc, il y a 650 000 barils de pétrole par jour qui partent en Chine. Alors, l'annonce de cet accord, elle a été donnée aujourd'hui, mais cet accord, tu penses qu'il a été négocié bien avant ou il a été fait à la va-vite depuis l'enlèvement? En tout cas, c'était une indication du président Maduro, puisque ça fait plusieurs mois qu'il le répète. D'accord. Il l'a encore répété donc 2 jours avant son enlèvement dans l'interview qu'il a donnée à Ignacio Ramonet. Donc, il y avait certainement, et puis il y avait eu des rencontres aussi. Donc, il y a eu certainement euh, euh, des possibilités de trouver des possibilités de faire ça. C'était peut-être une des possibilités. Et bon, là, elle se met en route. Alors, ça se met en route. On ne sait pas trop comment non plus, hein, parce que Trump a dit, grosso modo,
que ce qu'ils paieront, ça sera administré par eux. Donc, en fait, soit ils vont mettre en place un espèce d'accord pétrole contre nourriture ou biens de première nécessité, ou soit ils vont payer les impôts et les royalties aux compagnies vénézuéliennes, c'est-à-dire une situation qui existait jusqu'à le premier mandat Trump. Donc, pour l'instant, on est dans le flou, hein. On est dans Ouais, le parce que flou. j'allais te demander, du coup, est-ce que l'enlèvement de Nicolas Maduro va pas jouer dans les négociations? Est-ce que le Caracas peut pas faire pression justement pour qu'il libère le président par rapport à ces barils de pétrole? Une des premières choses qu'a fait Maduro contre pétrole. Ouais, c'est ça, bah ouais. ouais, mais une des premières choses qu'a fait Delcy Rodriguez, le premier conseil de ministre qu'elle a tenu, c'est de nommer une commission de haut niveau pour charger de la libération de Nicolas Maduro. Donc, évidemment que ça va rentrer. Je dirais, il y a plusieurs négociations qui vont jouer et des négociations aussi sous-jacentes, notamment la libération de Nicolas Maduro, notamment le fait que le Venezuela vend du pétrole à Cuba et les États-Unis vont essayer certainement d'y mettre fin. Et quels sont les moyens de pression des États-Unis? Parce que là, je vais vous lire quand même un truc que je trouve absolument, absolument délirant, parce qu'il faut vraiment dénoncer là, le, l'action des États-Unis. Je vais vous lire Stéphane Miller. Donc Stéphane Miller, c'est Ah oui. le conseiller de sécurité des États-Unis. Stéphane Miller est un des gouverneurs autoproclamés du Venezuela. Et donc, il a donné c'est pareil, hein, c'est très récent. Il a donné une interview à CNN dans lequel il dit, entre autres, les USA vont gouverner le Venezuela. Vous pouvez parler autant que vous voulez des lois internationales, mais le monde est gouverné par la force. Les USA utilisent leur armée pour protéger leurs intérêts dans leur arrière-cour. Et pour faire du commerce avec le Venezuela, il va falloir désormais nous demander l'autorisation. Donc là, en fait, euh, euh, là, c'est une déclaration, je dirais presque de guerre économique aux partenaires du Venezuela, au Venezuela bien entendu, mais aux partenaires du Venezuela et en premier lieu la Chine. On reviendra sur ce thème-là, si vous voulez bien, un petit peu après. Je finis mon idée des moyens de pression des États-Unis. Alors, la force militaire. D'ailleurs, Donald Trump a menacé directement Delcy Rodriguez de mort, puisqu'il a dit si elle ne se plie pas à nos conditions, il lui arrivera pire que Maduro. Pire que Maduro, c'est la mort. Hein, il n'y a pas d'autre chose, être assassiné. Il y a aussi le blocus naval, c'est-à-dire on ne peut pas contrôler le pétrole, la production pétrolière sur place parce qu'on n'a pas pu envahir, mais on va contrôler qui achète, on va contrôler l'arrivée et la sortie des tankers pétroliers. Et là, encore une fois, aujourd'hui, 7 janvier, les États-Unis ont arraisonné 2 pétroliers, dont un en eau internationale dans l'Atlantique, qui est un pétrolier russe. Alors, qui était sous sanction et sous drapeau panaméen jusqu'à encore il y a peu, et en fait, qui a changé de nom et s'est fait immatriculer au port de Sochi, si ma mémoire est bonne. Donc, c'est un pétrolier russe. Donc là, c'est une action militaire contre la Russie. Et puis ça veut dire aussi déclarer enfin, une action de guerre contre la Chine. Et la Chine a des leviers de pression pour résister aussi à se faire déposséder et de ces achats de pétrole vénézuélien. On est dans une situation qui est très complexe. Et le troisième, on va dire, levier de pression, ça serait que les États-Unis forcent le Venezuela à ne plus vendre leur pétrole en yuan, mais qu'ils reviennent en dollars pour conforter le pétrodollar et finalement, in fine, conforter l'économie des États-Unis. Mais pour ça, il faudrait lever les sanctions. Parce que le Venezuela, il commerce en yuan ou en crypto parce qu'il a été déconnecté du système dollar. Il a essayé pendant des années de contourner ça en utilisant des banques intermédiaires. Je pense notamment à des banques turques. Mais les banques turques ont subi des pressions gigantesques et ont dû arrêter de faire la banque intermédiaire pour le Venezuela. Des compagnies comme Rosneft, la Russe et la Chinese National Petroleum Company ont dû quitter le Venezuela
les Chinois en août 2019, Rosneft en janvier 2020, parce que bah, ils ont d'autres contrats et ils ne peuvent pas être déconnectés du système de là. Donc, voilà les leviers certainement que vont exercer la force militaire, le blocus naval et la force financière pour essayer de soumettre le Venezuela. Alors, le Venezuela a dit qu'il serait évidemment que le combat pour la dignité, la souveraineté continue, etc. Mais effectivement, là, on voit une négociation se mettre en place. Hay un solo presidente en este país que se llama Nicolás Maduro Moro. Y suscrito el decreto, estamos procediendo en este Consejo de Defensa de la Nación a entregarlo a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia. Alors, Romain, bon, on parlait des fausses rumeurs qui sèment la division, puisqu'il y a eu les histoires de soi-disant de trahison et autres. Moi, par exemple, j'ai eu des copains de gauche, enfin, je pense à des communistes et autres qui sont intéressés sur ces questions-là, qui m'ont posé des questions sur Delcy Rodriguez, qui était un peu affolé, qui se demandait est-ce que ça allait être une Lénine Moreno. Non, Donc voilà, je voulais savoir, qu'est-ce que toi tu sais bah, déjà de la personne de Delcy Rodriguez, mais comme tu le disais tout à l'heure, je comprends qu'en fait tout l'État pour l'instant est compact et reste solide et serre les rangs. voilà. Alors, d'une part, Delcy Rodriguez, c'est la fille d'un guérillero vénézuélien qui a été assassiné par les sbires de la CIA, torturé à mort et assassiné. Et c'est une chaviste. Alors, c'est avant le chavisme, c'était une militante de gauche. Et ensuite, ça a été une des chavistes de la première heure. Elle était très proche de Nicolas Maduro parce qu'ils ont milité dans le même groupe dans les années 80-90. Et Madame Rodriguez alors d'une part était proche de Nicolas Maduro. C'est quelqu'un de très aimable et très humble aussi. Je l'ai rencontré une ou deux fois. C'est une belle personne. Et c'est quelqu'un de très efficace et très efficient, et qui a eu sa part hein, non négligeable dans la récupération économique du Venezuela. Parce que ça, j'aimerais bien en dire un mot après, donc on en parlera certainement après. Donc non, ça ne sera pas la Lénine Moreno, la Dina Boluarte du Venezuela. Et puis, si tu veux, dans le cas de l'Équateur et encore plus dans le cas du Pérou, euh, ça a été assez facile parce que, disons qu'il y avait un leadership très fort dans le cas de l'Équateur qui était absent, et dans le cas du Pérou, il n'y a pas d'État. Donc c'est assez facile de retourner un dirigeant dans cette situation-là. Encore une fois, c'est pas le cas du Venezuela. C'est pas le cas du Venezuela. Si Madame Rodriguez venait à, à trahir complètement dans les mois qui viennent, je pense qu'elle aurait une opposition au sein des structures de l'État assez forte et elle ne pourrait pas faire n'importe quoi non plus. Donc non, non, ça je le balaye complètement comme je balaye une possible trahison de Madame Rodriguez ou du haut commandement militaire de manière institutionnelle. Alors, justement, sur ces questions de trahison, j'aimerais même aller plus loin. On en parlait en aparté tout à l'heure. Il y a la position, tu sais, du Nini. Il y a une partie infime pour l'instant, mais en Occident est assez forte de cette gauche qui, en voulant au moins critiquer l'intervention des États-Unis, se sent obligé de, d'accompagner la propagande états-unienne sur ce qu'est le Venezuela, tout de suite en se présentant comme oui, je ne suis pas pro Maduro, oui, c'est vrai qu'il y avait une dérive autoritaire, oui, c'est vrai, nanana. Donc j'aimerais que on revienne quand même sur ce qu'est la nature actuelle et même lorsqu'il y avait Maduro, sur la nature de l'État bolivarien et de la révolution bolivarienne. À quelle étape était le processus de révolution, de la révolution bolivarienne? Bon, déjà, le Nini, c'est pas nouveau, hein. C'est dans les milieux d'extrême gauche, généralement trotskistes, ni Milosevic, ni l'OTAN, c'est l'OTAN, ni Bush, ni Saddam, c'est Bush. Et à chaque fois, c'est la même rengaine. Ni Milo...
rappelle lorsqu'il y avait eu le coup d'État contre Chavez, donc en 2002, donc le 13 avril, alors que le peuple était en train de reconquérir le pouvoir, il y avait les anarchistes libertaires du Venezuela qui faisaient paraître un communiqué où ils disaient euh, euh, ni Chavez ni Pedro Carmona, enfin vraiment n'importe quoi. Bon, comme disait, comme on en parlait avec Victor, c'était quoi la phrase? Bon, ben maintenant que Nicolas Maduro est plus là, alors qu'est-ce que vous allez proposer pour Trump, non? Non, bon, ça existe tout le temps. C'est des positions complètement apolitiques. Elles sont très commodes et elles existent tout le temps. Elles sont très marginales. Elles servent finalement, in fine, la propagande de l'Empire. Après, il y a une autre position. Il y a une autre position de gens qui ont vraiment condamné, par exemple, dans la France insoumise, et franchement, en France, c'est les seuls à s'être bougé, avec la jeunesse communiste aussi, j'ai vu ça. Mais la France insoumise s'est bougée pour dénoncer, non, le lac de Barbarie. Il y a eu des marches à peu près partout en France, et j'écoutais de temps à autre leurs représentants. Il y en a beaucoup, où j'ai écouté Gabriel Zucman aussi dire ça, dire oui, mais non, Maduro est un dictateur qui a affamé son peuple. Mais bon, il faut le respect du droit international. Le préambule est d'une lâcheté sans nom. Ça, le problème, il n'est pas de Maduro. Et d'ailleurs, moi, je trouve ça hallucinant de la manière dont une certaine gauche ou une certaine, des groupes qui sont en rupture avec l'ordre dominant ont lissé leur discours. Je rappelle quand même qu'en 2003, lorsque les États-Unis ont envahi l'Irak, il y avait 1 million de personnes à Paris, 2 millions de personnes à Londres, 1 million de personnes à Madrid, etc. Et que personne disait, oui, mais enfin, Saddam Hussein, etc. Non, c'était contre l'acte impérialiste des États-Unis. Donc là, les temps ont peut-être changé, mais je trouve que c'est aussi un certain aveu de faiblesse, c'est-à-dire, et je comprends, bon, je pourrais comprendre, c'est-à-dire, nous, ce qu'on veut dénoncer, enfin pas moi, hein, mais ce qu'ils veulent dénoncer, c'est contre le bombardement du droit international et le dangereux précédent que cela se crée. Parce qu'aujourd'hui, c'est le Venezuela, on verra demain qui ça sera. Bah, demain, c'est d'ailleurs, on le sait, qui ça sera le Danemark. Alors, vu leur position à l'ONU, on va bien rigoler puisque eux-mêmes sont dans la position justement de critique de Maduro. Euh, euh, donc on va revenir là-dessus. Donc comme tu me dis, donc un dictateur qui a affamé son peuple. On va partir déjà sur la partie qui a affamé son peuple. Lorsque Nicolas Maduro prend le pouvoir, est élu le 14 avril 2013, dans la nuit du 14 avril, il n'y a même pas 1 heure ou 1 heure et demie qui s'est passée que l'opposition envoie leurs troupes de choc au combat, et cela a pour résultante 11 chavistes assassinés et 43 blessés. Et ce modus operandi va se répéter en s'amplifiant en 2014 avec la Salida. On retrouve Maria Corina Machado, on retrouve Antonio Ledesma, on retrouve toute cette opposition radicale, Leopoldo López. Et là, on est sur du 72 morts, pardon, 72 morts et 200 blessés, la plupart par balle, beaucoup dans le camp des policiers. Encore une fois, en 2017, rebelote. Et là, on est sur 120 morts et 800 blessés, où on trouve des gens qui ont été brûlés vifs parce qu'ils étaient susceptibles d'être chavistes. On trouve des militaires brûlés vifs, des policiers assassinés. Non? Donc, évidemment, alors, et entre ces épisodes insurrectionnels, non, qui sont répétés, par exemple, lors de l'opération Guaïdo, qui a eu aussi la pègre, le crime organisé vénézuélien qui était utilisé comme une colonne de mercenaires pour attaquer les militaires et les policiers vénézuéliens, bah, 10 ans ininterrompus de coup d'État permanent, eh ben, il est vrai, et je suis le premier à le reconnaître, que l'État vénézuélien s'est raidi et finalement a décidé de ne plus accepter des comportements intolérables qui seraient condamnés partout dans le monde, alors que avant, il y avait une certaine tolérance ou une autre gestion, non, on va dire. Donc, il y a eu un resserrement de boulon pour préserver la paix sociale. Est-ce que dans cette vision, il y a eu des abus? Certainement. Est-ce qu'il y a eu des abus qui ont été condamnés par la justice vénézuélienne? Oui.
Mais en règle générale, l'État s'est imposé et le Venezuela, qui était très libertaire, avec une culture libertaire, on faisait un peu ce qu'on voulait, il n'y avait pas de règles. Il y avait un proverbe vénézuélien qui disait le Venezuela, c'est génial parce que tu fais ce que tu veux, le seul problème, c'est que ton voisin aussi. Bon, il y a eu une espèce de prise de conscience. Et c'est vrai que, par exemple, lorsque des personnes dénonçaient sur Twitter mon voisin est un militaire, faut aller lui rendre visite, machin, etc. Et ben là, la police actuait. La police actuait et la personne pouvait être mise 3 mois au placard. Alors vous allez me dire, et c'est vachement grave parce que en France, par exemple, on peut dire, ouais, Macron est une ordure, etc. Oui, mais en France, on n'a pas tué des policiers et assassiné des policiers. On n'est pas dans une situation insurrectionnelle permanente. Voilà. De là à en faire une dictature ou un régime autoritaire, la réponse est non. Ouais. Il suffit de pas brûler et tirer sur les flics, c'est Et, ça que tu... entre autres, entre autres. Et Faut se retenir, c'est ça. le, le- Je note, je prends note pour les prochaines manifs. Arrêtez de tirer sur les flics, les gars. à l'arme réelle, ouais, non mais le, le, là tu m'as coupé Victor, c'est-à-dire Pardon. le, Sur oui, le compte. est-ce que là c'est fait un régime autoritaire ou une dictature? Eh bien non, la liberté d'expression, ça c'est le premier truc qui impressionne. Moi, ça fait des années que j'y ai vécu, j'y retourne tous les ans. Donc ce qui impressionne, en tout cas des personnes qui ne sont jamais allées au Venezuela, c'est qu'il y a une totale liberté d'expression. Sauf si vous appelez, évidemment, au coup d'État, au meurtre, etc., etc. Mais vous pouvez largement critiquer le gouvernement, que ça soit sur les réseaux sociaux, que ça soit à la télévision, ils s'en privent pas. En revanche, et là aussi, il y a eu une évolution, c'est que les médias, durant 15 ans, ont été les fers de lance du coup d'État permanent, en appelant, on se rappelle par exemple, le jour du coup d'État, donc en 2002, les médias titraient La bataille finale sera au palais présidentiel, non, en appelant les partisans à aller prendre le palais. Donc, il y avait une violence des médias privés immense, et cette violence a baissé. Alors, encore une fois, écoutez, allez sur des sites de médias vénézuéliens. Vous pouvez regarder certainement la télévision, aller voir Globovision ou même des sites internet d'informations liées à l'opposition. Vous pouvez regarder, vous allez voir que le discours n'est pas le discours chaviste. Et pas le discours chaviste. Donc il y a une grande encore liberté d'expression. Alors, c'est pareil, il y a eu certains médias qui ont été financés par des gouvernements étrangers ouvertement hostiles aux États-Unis. Non, certains ont été même financés par le MI6. J'ai Efecto Cocuyo, par exemple, Run Run de Nelson Bocaranda, etc. Donc, qui sont des sources hein, pour les médias occidentaux. Mais enfin, vous imaginez bien, imaginez, enfin, imaginez par exemple que, je ne sais pas, le Média, Blast, Le Grand Soir, ou que sais-je encore, soit financé par la Russie, l'Iran ou la Corée du Nord, et qui tous les jours critique le gouvernement Maduro, le gouvernement Macron. Ben, il y aurait une sanction. Imaginez que les leaders des Gilets jaunes, ou en ce moment des paysans qui manifestent parce qu'ils vont se faire démolir par le Mercosur, imaginez que leur leader soit financé et leur mouvement soit financé par la Russie, la Chine ou l'Iran. Ben, il y aura un gros problème, et à raison d'ailleurs, non? Bon, ben, le Venezuela accepte plus ça. Et effectivement, pendant des années, ils ont laissé couler. Maintenant, ils acceptent plus. Donc, voilà, de là en faire, comme je dis, une dictature, il y a une liberté d'expression. Comme on l'a dit tout à l'heure, à l'Assemblée nationale, il y a une minorité, certes, mais des députés de l'opposition, des gouverneurs de l'opposition, des maires d'opposition. Voilà. Donc, et puis surtout, là, je crois que c'est très important. Je vous invite à aller à une petite pub sur ma chaîne YouTube, Romain Migus Vidéo, puisque j'ai fait des reportages au Venezuela et notamment dans les communes. Et en fait, le Venezuela continue d'avoir des mécanismes de démocratie libérale à l'occidentale, mais il a élargi ça
a une vision de la démocratie participative et protagonique, une démocratie directe qui touche 14 millions de Vénézuéliens dans les conseils communaux ou dans les assemblées générales de voisinage. Les gens décident de ce qu'ils doivent faire pour améliorer leur quotidien. Il y a des communes qui sont des regroupements de conseils communaux qui s'organisent autour de projets productifs. 4 fois dans l'année, il y a des référendums populaires dans toutes les communes et dans tous les couloirs communaux pour décider quels vont être les projets d'infrastructure qui vont être financés par l'État dans les quartiers. Enfin, il y a vraiment, au contraire, une vision de la démocratie qui est beaucoup plus amplifiée, où il ne suffit plus de déléguer sa souveraineté à un représentant pendant 4 ans qui généralement vous trahit ou pas, mais bon, c'est pas le cas. Là, vous l'exercez tous les jours. C'est 14 millions de Vénézuéliens qui exercent la démocratie participative et protagonique tous les jours. Ouais. Donc, Ouais, voilà. tu dis ça, Romain, mais dans les quartiers riches, il n'y a pas des communes comme ça et la démocratie participative, Alors, si. détrompe-toi, détrompe-toi. De communes, il faudrait que je regarde, mais en tout cas, des conseils communaux, oui. Alors, Je les veux dire, si conseils. la grande bourgeoisie peut pas participer à la démocratie directe, c'est Ah plus une oui. démocratie. Alors, bon, la grande bourgeoisie ne peut certainement pas, mais dans des quartiers, on va dire, un peu plus aisés, il y a ou de classe moyenne supérieure, il y a aussi des conseils communaux, puisque le conseil communal est devenu une instance administrative. Et que si vous voulez avoir comme quartier un lien avec l'État pour refaire une route, refaire un trottoir, que sais-je encore, des projets qui tiennent cœur à la communauté, eh ben, vous devez vous organiser aussi Ça en tant m'intéresse que ce que tu viens de dire là, parce que en fait, les conseils communaux là, ne sont pas des initiatives comme un collectif qui s'organiserait. C'est véritablement une structure reconnue. Maintenant, oui, ouais, bien sûr. La première loi sur les conseils communaux, elle date de 2006. Ah, ouais. Et de 2006 à 2009, elle a été modifiée 13 fois. Pourquoi elle a été modifiée 13 fois? Parce que on tâtonnait, les gens tâtonnaient et ils faisaient remonter à l'Assemblée nationale. Regarde, cet article-là, il était mal conçu parce que ça nous empêche de faire ça, etc. Et moi-même, j'ai été fondateur du conseil communal de l'immeuble où je vivais. J'ai passé des samedis, plusieurs samedis entiers avec mes voisins à essayer de construire ce modèle de démocratie participative. Et je peux vous assurer que ça a vraiment, vraiment, vraiment augmenté. Aujourd'hui, c'est vraiment une instance administrative à part entière, très bien gérée, avec les assemblées de voisinage, etc. C'est assez impressionnant. Et d'ailleurs, dans plusieurs communes, il y a aussi pardon, une, une direction. Alors, il y a plusieurs secteurs d'activité, non? Culture, jeunesse, infrastructure, santé, etc. Et il y a aussi sécurité et défense du territoire. C'est-à-dire qu'il y a un maillage territorial aussi qui vient en lien avec la milice bolivarienne quadriller le territoire. Mais vous n'êtes pas obligé, si vous n'êtes pas envie d'être milicien, ben vous n'êtes pas milicien, vous êtes Hmm. juste un voisin. Donc, voilà pour le dictateur. Et puis, comme je disais, pour le dictateur qui affame son peuple, bah, le Venezuela a été soumis à un blocus infâme depuis le décembre 2014 et qui a été renforcé après par Obama en mars 2015 et puis ensuite a pris des proportions gigantesques jusqu'à le blocus naval qu'on connaît aujourd'hui. Je vous invite encore une fois à aller sur le site Les Deux Rives où j'ai tenu de 2014 à 2022. J'ai arrêté en 2022 parce que les grandes mesures du blocus avaient été prises, mais il faudrait peut-être que je l'actualise d'ailleurs avec le blocus naval, là on voit. Et il y a 36 pages. C'est inhumain ce qu'ils ont fait. Et si vous ne me croyez pas, eh ben, écoutez les officiels des États-Unis qui ont mis ce blocus en place. Écoutez John Bolton en interview à Univision en 2019, en avril 2019, où il dit, au Venezuela, nous faisons comme Dark Vador dans Star Wars lorsque nous étranglons lentement quelqu'un. Il faut écouter William Brownfield dire que ils ont pris en toute conscience la décision de sanctionner l'industrie pétrolière, même si cela devait amener des mois et des années de souffrance pour le peuple vénézuélien. William Brownfield est un diplomate états-unien. Il faut écouter euh, 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 Thomas Shannon, démocrate. Thomas Shannon, dans une interview sur le Financial Times le 7 juillet 2019, Thomas Shannon dit
le blocus, les sanctions contre le Venezuela ont un effet comparable au bombardement de Dresde et de Tokyo par les Alliés à la fin de la guerre de 39-45. Donc ça a totalement déstructuré l'économie vénézuélienne et ça a amené, avant que le gouvernement trouve des remèdes pour essayer de pallier ça, ça a donné effectivement une dégradation totale des conditions de vie entre 2015 et 2019. 2015 et 2019, ça s'est aussi accompagné de terrorisme intérieur avec des tentatives de coup d'État à répétition, jusqu'à la pandémie, on va dire, non? Et ça a provoqué le départ de millions de Vénézuéliens, 5 millions de Vénézuéliens qui sont partis et qui provoquent une, une division totale de la communauté vénézuélienne, puisque ces Vénézuéliens sont partis avant que l'État remette un peu d'ordre dans le pays. Donc, ils sont encore avec l'esprit, on peut faire tout et n'importe quoi. Ils sont absolument détestés dans tous les pays de résidence où ils sont et détestés au Venezuela. Les Vénézuéliens ne veulent pas les voir revenir parce qu'ils disent on est beaucoup mieux sans eux. Et c'est là où je voulais en venir aussi, c'est que non, donc alors l'industrie pétrolière, Maduro a détruit l'industrie pétrolière. Non, il n'a pas détruit l'industrie pétrolière. Qu'il y ait eu peut-être des manques d'investissement sur telle raffinerie, etc. Bon, ça c'est possible. Des mauvaises gestions sur tel site ou tel site, sur tel puits, etc. C'est possible aussi. On va laisser ouvert ces possibilités. En revanche, quand vous avez une industrie pétrolière qui dépend à 100%, parce que c'est eux qui l'ont construit, des technologies des États-Unis et que du jour au lendemain, vous ne pouvez plus y avoir accès, bah vous faites comment quand il y a un boulon qui pète? Vous pouvez même plus racheter le boulon. Alors vous allez me dire, mais un boulon, oui, mais non, c'est une industrie pétrolière. Tout le monde ne fabrique pas les pièces de rechange d'une industrie pétrolière. Et là, c'est une industrie pétrolière de technologie états-unienne. Et effectivement, ça a amené des gros problèmes. Qui plus est, le blocus contre le pétrole a fait que le Venezuela ne pouvait plus vendre son pétrole. Donc ils ont commencé à stocker sur Terre dans les premières années. Et puis, il n'y avait plus d'espace. Ils ont stocké sur mer. Les bateaux venaient en piraterie prendre la cargaison d'un tanker à un autre. Et puis, à un moment donné, l'espace de stockage sur terre et sur mer, il était complètement collapsé. Et donc, ils ont dû fermer des puits. Et quand tu fermes un vieux puits, en rouvrir ça coûte pareil de le rouvrir que d'en prendre un autre. Donc, effectivement, l'industrie pétrolière a été endommagée aussi par le blocus. Tu sais, Alors, vas-y. tu sais, j'allais dire, tu sais, c'est un peu comme le nini, c'est un autre élément récurrent du langage gauchiste, si tu veux, c'est oui, mais le blocus n'explique pas tout. Le blocus explique absolument tout. C'est ça que je veux dire, c'est que je réponds généralement aux gens, bah, puisque tu sais que le blocus n'explique pas tout, commence par me dire ce que le blocus explique. Et on va partir de là. Et en fait, ils se rendent pas compte parce qu'ils s'intéressent pas à Non, la question de la violence des blocus. non. Parce que moi, Non. j'ai ma référence avec Cuba. Je veux dire, au bout de Oui, 60, 80 ans de blocus, je mets au défi quiconque de me dire ce que le blocus explique ou n'explique pas. Au bout de autant d'années, tu pourrais dire que le blocus explique absolument tout, parce qu'il y a forcément une dégradation des moyens, l'épuisement des gens qui luttent contre, les privations, la colère contre l'injustice monumentale qui est faite au peuple cubain, etc., etc. Et j'aimerais voir quel pays on remarquera qu'il n'y a aucun pays capitaliste, à ma connaissance, qui est soumis à un blocus. Mais j'aimerais mm, voir comment survivrait un pays capitaliste soumis à un mm. blocus, par exemple. Oui, alors, ou alors il y a l'idée, il y a l'argument complètement débile. Oui, mais la Russie a plus de sanctions que le Venezuela et elle s'en sort. Oui, mais c'est la Russie. C'est la Russie, c'est un D'abord, pays cela dit, industriel. premièrement, les sanctions datent de mois, on va dire. En plus, ouais. D'accord? Et puis, effectivement, c'est la Russie. Mm. Alors, je vous renvoie Il n'y aussi avait à un. pas il y avait pas un redressement économique en cours Alors, qui emmerdait j'y sérieusement viens. les Américains, Justement, à mon j'y avis. viens. Juste sur le blocus, je finis en faisant un peu de pub encore. Étant donné que les 36 pages, si vous voulez vraiment comprendre, allez-y, lisez-le. Mais sinon, les 36 pages de chronologie de le blocus, sinon, il y a un petit texte qui est paru sur Le Grand Soir aussi, si ma mémoire est bonne, qui s'appelle Le blocus contre le Venezuela expliqué à ma fille, et Hmm. qui est une allégorie du blocus
d'une personne qui achète sa baguette de pain tous les jours et qui un jour va dans sa boulangerie et lui dit non monsieur, les fabricants de farine m'ont interdit de vous vendre du pain. Et de fil en aiguille, on voit toutes les privations que cela amène, la rupture des familles, le désespoir qui naît et la résistance aussi. Parce que il y a des têtes dures qui résistent. Je vous invite à lire ça. Alors, ce qui est vrai aussi, c'est que après la pandémie, le Venezuela avait organisé des élections législatives en décembre 2020 dans lesquelles l'opposition avait gagné des sièges. Et il y a eu un retour, l'économie est repartie petit à petit, d'une manière très très pragmatique. Le gouvernement a dit, bon, on est avec les taux de change, et ce taux de change avec un dollar et un bolivar, et le dollar au noir, libéralisons le dollar. Si les gens veulent échanger en dollars, eh ben, qu'ils payent en dollars, en bolivar, en bolivar. Voilà. Ça a amené beaucoup de sincérité dans les échanges économiques. Ça a évité des accaparements. Les gens ont pu penser à pouvoir investir dans quelque chose, etc., etc. Et puis, comment faire? Parce qu'on dit, oui, mais il y avait une inflation de 100 000%. Et oui, mais il y a une inflation de 100 000%, parce que en plus du bleu, alors il y avait une inflation déjà, à la base, dans un pays qui ne produit pas grand-chose, à l'époque, qui ne produisait quasiment rien à part du pétrole. Et puis, il y avait une guerre économique, c'est-à-dire que le Venezuela a été soumis à une guerre économique dans laquelle on lui a fait disparaître sa monnaie physique, dans lequel il y avait de la contrebande d'extraction, les rares produits qui étaient produits étaient vendus au noir dans les pays frontaliers, etc., etc. Le Venezuela, de manière pragmatique, a dit, bon, on commence par où? Il faut éviter que les gens aient faim. Eh ben, on va commencer par là, l'agriculture. Et ils ont commencé à se réunir avec tous les acteurs de l'agriculture. Et aujourd'hui, au Venezuela, 92% de ce que mangent les Vénézuéliens sont produits au Venezuela. C'est un miracle pour qui connaissait l'économie vénézuélienne, parce que ça n'était pas arrivé depuis plus d'un siècle, Voilà. depuis l'apparition du pétrole. J'ai entendu hier un journaliste des grands médias dire que le Venezuela importait 90% de sa nourriture. Oui, bah, qu'il aille au Venezuela, puis qu'il aille dans un supermarché, puis qu'il regarde Made in Venezuela sur tous les paquets. Voilà, on va pas. Les mecs, ils inventent n'importe quoi, ils y ont jamais été. J'en viens. J'ai vu les supermarchés pleins. J'ai fait l'effort de regarder paquet par paquet. Je pense que les gens me prenaient pour un débile. Je regardais paquet par paquet. Quasiment tout est fait au Venezuela, produit dans la République bolivarienne du Venezuela. Je vivais au Venezuela il y a 10 ans. Je sais qu'il y a 10 ans, c'était pas comme ça. Tout était importé. Donc non, effectivement non. Et ce qui est intéressant, c'est que la petite et moyenne industrie se développe en fonction des besoins de l'agriculture, créant ainsi un cercle vertueux qui rompt avec la maladie orange historique du Venezuela. C'est très intéressant. Je renvoie en fait, je n'arrête pas de faire ma pub là, mais Non, vas-y. je renvoie à une interview que j'ai faite l'année dernière, il me semble. Alors, il était quand j'ai fait l'interview, il était ministre de l'économie du Venezuela. Désormais, il ne l'est plus, mais il continue d'être dans l'équipe qui gère l'économie. Et d'une personne qui est, qui travaillait à la Banque centrale dans les années 90, donc qui est dans le cercle financier et économique d'avant Chavez, et qui me disait, c'est un miracle. C'est un miracle, le Venezuela est parti. Et je peux vous dire que moi, j'y suis allé pendant les fêtes, mais les Vénézuéliens ont fait la fête pendant 3 semaines. Alors, la bêtise de dire, non, ils gagnent 1 dollar par mois. 1 dollar, c'est le prix d'une bière. Et les Vénézuéliens boivent minimum 6 bières quand ils vont dans un bar. Donc, je peux vous assurer que les bières s'achètent par caisse. Vous voyez. Donc, c'est complètement ahurissant. Il y a réellement, le pays a changé et en mieux. Je vais même vous dire un truc. Parce que en plus, l'insécurité a été éradiquée. Ça, évidemment, on n'en parle pas. Les imbéciles. Ah, Bukele, Bukele. Oui, mais au Venezuela aussi, elle a été éradiquée. À Cuba aussi. Dans la Bolivie d'Evo Morales aussi. Dans le Nicaragua de Ortega aussi. Bon, voilà. Hein. Au Venezuela, elle a été éradiquée. Elle est éradiquée, ça permet aussi
de relancer l'économie, du commerce, etc., puisqu'il n'y a plus d'extorsion, les gens peuvent sortir, consommer, etc., etc. Et je vais vous dire que le Venezuela, là, ces dernières années, et particulièrement là, j'y suis allé, comme je dis, pendant les fêtes, eh ben, est dans un bien meilleur état que quand j'y vivais moi, sous Chavez. Alors, ce qui est intéressant, intéressant et tragique à la fois, c'est que les 5 millions de Vénézuéliens qui vivent en dehors vivent dans un monde totalement parallèle et dans une Venezuela qui n'existe plus. Ils ont leur cercle esthétique, ils ont leur musique, ils ont leurs humoristes et une vision, une représentation cognitive du Venezuela qui n'est pas celle de ce que vivent les Vénézuéliens dans le pays. Donc, et ils ne peuvent pas tolérer que le Venezuela se soit amélioré sans eux. D'ailleurs, qu'il soit amélioré sans eux, c'est aussi quelque chose, vous voyez, je pense que ça a beaucoup aidé d'ailleurs. Et évidemment, ils vont vous dire non, c'est pas vrai, etc. Bah ouais, bah, je sais pas. Moi, c'est pas ce que me disent les Vénézuéliens, tous les Vénézuéliens, parce que je connais pas non plus que des Vénézuéliens chavistes. Donc, En par parlant contre, les des Vénézuéliens qui vivent Vénézuéliens sur qui, place, En parlant des Vénézuéliens justement qui sont à l'extérieur, on a les opposants, on a vu que Donald Trump a écarté une éventuelle participation de Machado. J'ai vu que Edmund González, il a fait également une intervention vidéo en se proposant ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur qu'est-ce qu'on peut s'attendre ouais. de l'opposition? Alors tu le disais tout à l'heure, c'est pas la même, mais qu'est-ce qu'on peut s'attendre de l'aile la plus radicale? Ben, l'aile de la plus radicale est aux ordres de Trump et des États-Unis en général, mais particulièrement de Trump. Dès l'instant où Trump leur a botté le cul, bah, ils vont attendre, ils peuvent rien faire. On est dans la situation, ça va être exactement la situation des dirigeants européens quand Trump va envahir le Groenland. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Rien. Bah là, c'est pareil. Rome, comment c'est le dicton? Rome ne Rome paye aime pas les les traites. traîtres, Rome aime la trahison, mais n'aime pas les traîtres. Et c'est ça. Là, on a vu, donc Trump a dit exactement. Alors c'est intéressant ça aussi. Il y a Trump il y a deux trucs qui sont intéressants. Les médias ont demandé à Trump, mais alors, Madame Machado, il a dit non, on compte pas sur elle parce qu'elle n'a ni soutien ni respect au Venezuela. Et oui, mais si elle a ni soutien au Venezuela, comment se fait-il qu'elle dit avoir gagné avec 70% des votes? Encore une belle bêtise, ça aussi, un belle fake news. Est-ce qu'ils vont pas nous ressortir Guaido? Qu'est-ce qu'il est devenu lui? Non, Guaido, il est à Miami, il est là avec Il vend des l'argent glaces qu'il a quoi. volé au Venezuela. Ok. Et en fait, donc, Machado est tellement une larve qu'elle a dit qu'elle donnait son prix de Nobel de la paix au président Trump. Là, le comité Nobel a dit non, c'est pas possible. Enfin, genre, vraiment, on est dans des larves immondes parce que vraiment, que quelqu'un s'enchante de que le pays soit bombardé. Alors, Machado, elle a plus de famille, elle a sorti toute sa famille du Venezuela. Mais vous avez des migrants qui dansaient, qui disaient on attend la deuxième attaque, etc., en oubliant qu'ils ont encore des familles sur place. C'est à gerber. C'est à gerber. Mais non, là, ils sont sur la touche et le gouvernement des États-Unis a dit, alors là, c'est Marco Rubio qui a dit ça, dans un premier temps, on stabilise. Oui, d'accord, bah, c'est stable, c'est bien. Dans un deuxième temps, on fait du business pétrolier. Dans un troisième temps, on fera une transition. Oui, mais on verra la transition. Hein, on n'en est pas là. Et le gouvernement est encore bien en place. Les réseaux de chavistes bien en place et l'État vénézuélien toujours ferme. Bon, J'ai oui, le procès oui, de Maduro, là. On a vu qu'à peine arrêté, que la justice américaine a été obligée de laisser tomber une des principales accusations, qu'il était le chef d'un cartel qui s'avérait n'existait même pas. oui. Donc, Alors, comment dire, la légitimité même de tous les chefs d'accusation ouais. on prend pour son grade, parce que ça a l'air d'avoir été écrit quand même par des amateurs, y compris ceux qui l'ont lu dans la forme. Et je trouvais que Maduro avait l'air assez sûr de lui, assez serein. Il a prononcé cette fameuse phrase maintenant qui commence à tourner. Il s'est présenté au juge, je suis Nicolas Maduro, je suis le président du Venezuela et j'ai été kidnappé à mon domicile. Et je Est-ce- suis un prisonnier de guerre et Ah j'exige non, d'être je traité suis un selon les conventions prisonnier de de guerre. Genève.
C'est ça. Ah oui, bah oui, t'as raison, et c'est pas n'importe quoi. Donc le cartel de los Soles, bon, c'est une absurdité monstrueuse, nous, on l'a déjà montré, on n'arrêtait pas de le dire sur les deux rives. Il y a un livre d'ailleurs d'un universitaire espagnol, Fernando Casado, qui avait dès 2015 dénoncé la fake news du cartel de los Soles. Fake news. Alors, le cartel de Los Soles a une vieille histoire. À la base, c'était dans les années 90 pour désigner des généraux qui avaient trempé dans le trafic de drogue, puis ça a été complètement oublié. Et en 2015, c'est le journal espagnol ABC qui ressort ça en disant que Diosdado Cabello, d'ailleurs, et pas Nicolas Maduro, est à la tête de ce cartel. Et puis, donc Diosdado Cabello a porté plainte contre le journal vénézuélien qui avait reproduit l'article et il a gagné, hein, parce qu'ils ont été incapables de fournir des preuves de son implication. Et donc ça s'est oublié, donc c'est parti. Et puis, en 2020, donc la tête de Nicolas Maduro est mise à prix, donc pour un trafic de drogue. Et puis là, récemment, à partir, si ma mémoire est bonne, de mars 2025, ça s'accélère et le cartel de los Soles et d'autres organisations comme le Tren de Aragua vénézuélienne et puis les cartels mexicains et colombiens sont désignés comme terroristes. Et c'est important parce que en étant désignés comme terroristes, ça permet au gouvernement des États-Unis de faire des opérations de guerre sans en passer par le Congrès et avoir l'approbation du Congrès des États-Unis. Or là, ce qui s'est passé, c'est que l'opération a été faite donc pour capturer je mets tout ça entre guillemets, hein, pour capturer le chef du cartel de Los Soles, et puis donc qui est une organisation terroriste. Et puis, quand il est en prison, on l'oublie. Donc non seulement c'est illégal au niveau du droit international, mais aussi selon les lois états-uniennes, parce qu'ils ont déclenché une opération de guerre sans en référer au Congrès puisque l'accusation du cartel de Los Soles n'existe plus. On rappelle encore une fois, s'il est bon de le rappeler, toujours, selon l'Organisation des Nations Unies, l'Agence des Nations Unies contre le crime organisé, contre les drogues et les crimes organisés, 87%, la DEA dit la même chose, 87% de la cocaïne va aux États-Unis via le Mexique par la côte pacifique, c'est-à-dire par les ports colombiens et équatoriens. 10% passent par la côte atlantique de la Colombie. Le Venezuela a un rôle plus que marginal dans le trafic de drogue. Et il a un rôle, c'est-à-dire que des narcotrafiquants essaient d'utiliser le territoire du Venezuela pour trafiquer parce qu'il est voisin du premier pays producteur de cocaïne au monde, qui est la Colombie. La Colombie, lorsqu'elle avait réussi à mettre durant plus de 10 ans des pions de Washington à la présidence de la Colombie, le trafic de drogue a augmenté. La Colombie a des bases militaires en Colombie. Le trafic de drogue n'a pas cessé d'augmenter. La production de cocaïne n'a pas cessé d'augmenter avec les alliés de Washington à la présidence de la Colombie et les bases militaires colombiennes. Donc, il faut arrêter de se moquer du monde. La Colombie, donc, comme j'ai dit, en produit 65%. Le Pérou en produit 25% et la Bolivie en produit 10%. Le Venezuela produit rien. Le Venezuela ne transforme rien. Le Venezuela est juste utilisé par une minorité de trafiquants comme un pays de transit et les, les, les autorités vénézuéliennes le condamnent. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas eu un policier qui s'est laissé corrompre ou un militaire qui s'est laissé corrompre? Oui, ça peut arriver. Mais il n'y a pas de trafic de drogue institutionnel opéré depuis l'exécutif, depuis l'État vénézuélien. Et je vais vous dire un truc. La production d'opium, les talibans l'avaient arrêté complètement en 2000. La production d'opium a repris complètement avec Hamid Karzai et avec l'occupation des États-Unis. Le président Uribe et Duque qui lui a suivi sont complètement mouillés dans le trafic de drogue. Ça ne,
ça ne pose aucun problème aux États-Unis. Donald Trump, qui ose dire lutter contre le trafic de drogue, a fait libérer José Orlando Hernández, l'ancien président du Honduras, qui avait été condamné pour avoir fait rentrer 400 tonnes de cocaïne aux États-Unis. Donc, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. C'est pas du tout le prétexte, mais en même temps, ils l'utilisent plus trop. Là, ils sont vraiment sur le pétrole. Quand on demande, lorsque des, alors c'était un rigolo parce que lorsque Marco Rubio, on lui demande une interview sur RT en anglais, on lui a demandé, mais est-ce que vous allez remettre Edmundo González à la présidence du Honduras. Venezuela? Ah, Il a déclaré, l'élection Edmundo González est illégitime parce que l'élection était illégitime. Merci de le décrire. Et quand on lui a demandé, c'était sur CBS, est-ce que vous allez organiser des élections au Venezuela? Alors je rappelle tout ça qui sont pas présents sur place, hein. Quand même, il n'y a pas eu d'invasion du Venezuela. Et il dit, des élections, pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour. Pour l'instant, nous traitons les problèmes pétroliers. Bon, voilà. En fait, il faut avoir lu l'acte d'accusation qui est imprégné un peu du discours de l'administration Trump, c'est-à-dire tous ces discours de responsables politiques complètement lunaires. Il y a une partie qui dit, par exemple, que Nicolas Maduro a distribué des passeports à des diplomates, corps diplomatique, ce qui est normal, des passeports diplomatiques, et qu'il y a une poignée de sous-fifres qui ont été pris la main dans le sac de trafic de drogue, et que Nicolas Maduro les a aussitôt destitués. Ce qui est la preuve qu'il essayait de divertir l'attention sur lui, c'est-à-dire que le fait qu'il les ait virés dans l'acte d'accusation est présenté comme un aveu comme un De culpabilité, mais de n'importe quoi. culpabilité. C'est incroyable. Non, non, mais pile tu gagnes, pile tu perds et Ouais. face tu gagnes, un truc comme ça. Donc la légèreté de la formulation, c'est-à-dire que c'est toujours la même chose, c'est les ruptures narratives ou les décontextualisations. C'est que j'ai pas encore vu un média occidental majeur se pencher sur le contenu de ces actes d'accusation. C'est-à-dire qu'on passe dessus, ça me rappelle l'affaire Assange, on passe dessus sans regarder ce qu'il y a dedans. Oui, Euh, d'ailleurs, un des avocats de Maduro a été avocat d'Assange, j'ai vu. oui, oui. Mais j'ai écrit un article, tiens, je vais me faire une publicité. Il y a un fil conducteur dans toutes ces histoires, c'est que, j'ai remarqué, et je pense qu'on ne pourrait pas me contredire, qu'il y a un recouvrement presque total entre ceux qui ont applaudi à l'aventure américaine, à l'opération américaine au Venezuela, et ceux qui ont défendu ou se sont rendus complices du génocide à Gaza. Ah bah oui, Et ah bah oui, oui, totalement, oui. je veux dire que cette façon de ne... Enfin bref, c'est le même type de personnage, ce sont les mêmes, absolument les mêmes partout. Ce sont les mêmes qui ont, et ce sont les mêmes qui ont voulu détruire Julian Assange et Wikileaks. Ce sont les mêmes qui soutiennent le blocus contre Cuba, etc. C'est-à-dire, c'est toute une école de pensée qui, au fond, se désintéresse totalement du droit et ne l'invoque que lorsque ils peuvent le tordre ou que ça les arrange, quoi. Et qui soutiennent les formes les plus infamantes de l'Occident dégénéré et décadent. Parce Alors qu'il est justement, parce décadent. que ça me fait, c'est la transition parfaite pour notre dernier point, puisque tu parles donc de personnages, mais est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que ce sont aussi les États auxquels on peut s'attendre qui ont rien dit et d'autres qui ont levé la voix? Justement, quelles ont été les réactions internationales? Est-ce qu'on retrouve une division similaire entre ce qu'on peut imaginer avec ce qui avait déclenché le conflit en Ukraine, c'est-à-dire d'un côté l'Occident collectif et le Sud global? Oui, oui, totalement. J'ai écouté là, les 2 heures et quelques d'intervention au Conseil de sécurité, et en fait, il y avait 4 groupes. Le premier groupe, c'était le groupe bon, des serpillères de Washington qui se félicitaient de l'opération. Et donc là, on trouvait par exemple l'Argentine de Milei, le Paraguay et Trinidad et Tobago. Donc là, c'est même plus des pays, c'est juste des caisses enregistreuses de Washington. Il y avait le deuxième groupe, c'était
de condamner très mollement la forme que les États-Unis avaient fait, le bombardement, mais de rappeler que Nicolas Maduro était légitime, c'est un dictateur, il a formé son peuple, blablabla. Bla, bla, bla. En fait, vous voyez, ça durait 10 secondes de critique, et puis le reste, c'était de la critique contre le gouvernement bolivarien, le président bolivarien. Donc là, on avait par exemple le Panama, la France, la Grèce, le Danemark. Alors ça, c'est drôle le Danemark, parce que le Danemark qui te dit, oui, c'était pas comme ça qu'il fallait le faire, mais enfin Maduro était illégitime parce qu'il avait pas reçu les votes nécessaires à la dernière élection. Le chef d'État du Danemark, Frédéric X, le roi du Danemark, n'a reçu aucun vote. Donc selon le propre argument du Danemark, on pourrait envahir une région au hasard le Groenland. Ça, bon, complètement, c'est une position suicidaire. C'est la position de l'Union européenne. Hein. Le troisième groupe, alors donc, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit que dans ces deux groupes, c'est des pays européens et latino-américains. Les plus extrémistes étant les latino-américains, ça parle beaucoup de l'Amérique latine en ce moment. Et puis, il y avait le groupe des pays qui ont clairement condamné l'action guerrière des USA. Et là, on a des pays comme le Bahreïn, le Pakistan, le Mexique, le Brésil. Euh, euh, il y a deux pays qui sont entre le groupe numéro 2 et le groupe numéro 3, c'est-à-dire ceux qui critiquent Maduro et puis ceux qui quand même critiquent avec force l'intervention des États-Unis, c'est le Chili et l'Espagne. Et puis il y a un dernier groupe qui est ceux qui ont condamné l'action militaire des États-Unis et qui exigent le retour du président Maduro, la libération immédiate du président Maduro. Et là, on a l'Érythrée au nom de tous les pays signataires de la défense de la Charte des Nations Unies. On a l'Ouganda au nom de tous les pays du mouvement des non-alignés. On a l'Iran, on a Cuba, on a le Nicaragua, on a la Russie et on a la Chine. La Chine a exigé la libération immédiate de Nicolas Maduro, tout en critiquant. Et de voir la Chine dans ce dernier groupe, c'est pas anodin. C'est Pardon, pas tu as... anodin, Oui, hein? vas-y, pardon, excuse-moi, fini. Non, je dis c'est pas anodin parce que les Chinois sont très énervés parce que d'une part, ils ont bien compris, parce qu'ils ont lu la doctrine la stratégie de sécurité nationale que les États-Unis ont fait paraître fin novembre et qui mot pour mot, dit on revient à la doctrine Monroe, c'est-à-dire au contrôle total des richesses du continent américain pour assurer la stabilité et la sécurité nationale des États-Unis. Donc, et c'est écrit aussi mot pour mot que la doctrine de sécurité nationale vise sur le continent américain à en éjecter les concurrents économiques et le premier d'entre eux, évidemment, la Chine. Donc la Chine a bien compris ce qui s'annonce seulement hein, avec le bombardement de Caracas. C'est juste le début. C'est juste le début d'une perturbation du monde qui, de toute manière, débouchera sur l'avènement du monde multipolaire. Euh, 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 En plus, les Chinois, la veille de la capture de Nicolas Maduro, le président vénézuélien se réunissait avec l'envoyé spécial de Xi Jinping. Donc, c'est-à-dire que les États-Unis ont bombardé alors que l'envoyé spécial de Xi Jinping était sur place. Donc, bref, ça fait plusieurs choses, mais effectivement, bon, pour faire toujours du Gramsci de comptoir, non, le vieux monde qui tarde à mourir, le nouveau qui tarde à naître, et dans le clair-obscur naissent les monstres, on est en plein dedans. Et ça va durer encore plusieurs années. Parce On que de rappelle que, toute manière, durant le hein, bombardement de Belgrade, les États-Unis, enfin l'OTAN avait touché l'ambassade chinoise également, non? ah oui, exactement. Oui, mais c'était pas la Chine de 99 et pas la Chine de 2025. Hein. Bien sûr, bien sûr, bien Bon. sûr. Je ne sais plus si tu as mentionné le Brésil ou ça m'est échappé. Il était dans quel groupe le Brésil? Alors, le Brésil, oui, le Brésil il était dans le troisième groupe. Le Brésil, c'est un grand perdant en diplomatique, hein. Parce que le Brésil, qui se veut aussi un moteur du monde multipolaire, une force diplomatique dans le monde, etc., bah, le Brésil a eu, depuis plusieurs mois, le poids diplomatique du Guatemala ou du Belize. Le Brésil de Lula n'a pas su être le médiateur entre les États-Unis et le Venezuela, n'a pas pu empêcher une guerre à sa frontière, puisque le Brésil est frontalier avec le Venezuela. Et puis, lorsque la communauté des États latino-américains et caribéens a été réunie le 4 ou le 5 janvier, le Brésil a
proposé un texte commun pour condamner les bombardements et ça a été très peu suivi parce il demandait pas la libération du président Maduro, donc des pays plus radicaux dans la région ne l'ont pas signé, comme Cuba, le Honduras, le Nicaragua. Nicaragua. Et puis évidemment, les serpillères de Washington dans la région l'ont pas signé. Et le Brésil n'a pu réunir que 5 pays en la présence du Chili, du Mexique, de l'Uruguay euh, et de la Colombie à lequel s'est joint l'Espagne. La Colombie est dans le groupe 3 aussi que je disais. D'accord, Donc c'est ce que oui, j'avais des demandé, pertes puisque du coup, difficiles. Petro, il est également dans le collimateur de Il est Donald dans le Trump. collimateur, mais Petro, il s'en va dans quelques mois. Donc, je pense pas qu'il y ait eu. Enfin, je pense pas. J'en sais rien en réalité. Le Trump, il faut écouter Trump. Trump a dit, il s'en va. La Colombie change de président dans quelques mois. Et je pense que les États-Unis peuvent très bien aujourd'hui bombarder la Colombie et dire si vous élisez Cepeda ou le candidat de, on va dire, de la continuité du gouvernement Petro, on bombardera. Vous Hmm, choisissez la guerre ou vivre. Enfin, ils sont complètement fous là, hein. hmm. C'est le contrôle total de l'Amérique latine qui est dans le viseur. Victor, est-ce que tu as une autre question pour finir ou... Non, j'aimerais simplement rappeler à ceux qui nous écoutent que dans des situations comme ça, et lorsque des événements comme ça se produisent, il est très rare que l'on connaisse la vérité dans les premiers jours et que les opérations de manipulation et de propagande sont massives. Et donc, il faut arrêter, et ce serait mieux plutôt, d'arrêter de noyer les réseaux sociaux avec des supputations, des devinettes, des je pense que, je crois que, etc., etc. Ça sert à rien, sinon à noyer un peu le discours et le poisson. Et on verra dans quelques jours. Et il faut se coller à ce que l'on sait et ne réagir qu'à ça. Et en attendant, c'est ce que j'ai conseillé à des camarades d'un parti proche de moi, c'est qu'en attendant de connaître la vérité pour exprimer vos véritables opinions qui valent ce qu'elles valent, puisque vous n'êtes pas sur place et ce n'est pas vous qui avez fait la révolution, contentez donc de vous réagir sur ce que vous savez et d'aider au maximum les camarades sur place, notamment en relayant leur voix ici chez nous. C'est à eux qu'on devrait donner la parole, c'est pas nous qui devrions nous exprimer sur ces problèmes-là. Voilà. Bah, c'est une très belle conclusion. Victor, Romain, je pense qu'on sera amené à se revoir bientôt. Oui, super. Alors, je voulais juste rajouter un petit truc, puisqu'on en a oublié d'en parler, puisque j'ai parlé de la Chine qui était menacée. Mais il faut savoir qu'au moment où on est en train d'enregistrer cette émission, il y a 1 heure ou deux, les États-Unis ont arraisonné un navire pétrolier russe qui avait fait le plein de pétrole au Venezuela. Donc là, les mesures de rétorsion sont contre la Russie directement et contre la Chine et contre le Venezuela, bien sûr, mais contre la Chine et la Russie, ça peut aussi rapidement dégénérer, hein. Et je rappelle, entre autres, que le Venezuela et la France partagent une frontière commune, comme la France avec la Belgique ou avec l'Espagne. Je rappelle que depuis 1981, il n'y a pas d'eau internationale, il y a une frontière commune entre la Martinique, la Guadeloupe et le Venezuela. Il faut espérer qu'il n'y ait pas la guerre nucléaire avant que je puisse poster cette vidéo. Je vous dis à bientôt et Salut, merci pour votre participation. Ciao les gars. ciao!